Après 48 heures de pause, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023 reprend ses droits ce samedi avec les huitièmes de finale. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, notre ami, mon ami fidèle, il est toujours là depuis le début, John Fitzgerald à Bessolo. Merci d'être là. Bonjour Gaël et bonjour à tous. Et pour remonter cette actualité, notamment analyser les matchs et peut-être revenir sur les pronostics, nous avons le plaisir de recevoir Eric Oula, qui est journaliste freelance, mais qui travaille pour pas mal de médias ici en Côte d'Ivoire, mais également au Maroc. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci de m'inviter, c'est un plaisir. Alors nous, on a fait 48 heures de pause aujourd'hui. Les huitièmes de finale démarrent avec deux matchs très importants. Mais avant, dites-nous, vous qui êtes là pour couvrir également cette compétition, quel est votre avis sur le niveau des matchs? Je trouve que le niveau est assez élevé comparativement aux éditions précédentes. Les équipes se valent, les niveaux sont assez équilibrés. Je trouve que les petites équipes, comme on le dit en griffe dans le jargon footballistique, ça n'existe plus. On a vu des équipes qui ont su tenir la dragée haute à des mastodontes du football africain comme l'Égypte, comme la Côte d'Ivoire notamment. Ouais. Et donc je pense que c'est un niveau qui est globalement satisfaisant. Le premier tour a livré son corollaire de surprise et je pense que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Très bon niveau, je pense. Et pour ce qui est des équipes qui ont été sorties au premier tour, comme l'Algérie aujourd'hui, qui a finalement viré Djamel Belmadi, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Je pense que c'était prévisible, c'est prémonitoire parce que cette Algérie arrive au plafond de verre en 2019 quand elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un groupe qui est basé, on va dire, comment dirais-je, la base de son groupe, c'est le championnat algérien. Ensuite, après, c'est Sport. Mais je pense que la CAN 2021 au Cameroun a démontré effectivement le plafond de verre, comme je disais tout à l'heure, de cette équipe. Cette équipe était arrivée à saturation. Et Djamel Belmadi n'a simplement pas su se renouveler. Il a gardé le même groupe. C'est vrai qu'il a fait quelques changements avec l'arrivée de quelques jeunes, notamment ceux qui venaient du Chan. Mais je pense que la mayonnaise n'a pas pris, c'était prévisible. Moi, je m'y attendais parce que cette équipe a montré véritablement ses limites mentales, notamment lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Voilà, et donc je pense que c'est l'épilogue, c'est juste l'épilogue d'un groupe en fin de cycle. Il fallait renouveler les choses. Et donc voilà, moi, je n'ai pas été vraiment surpris par la débâcle de l'Algérie. Et un mot par rapport à la qualification in-extremis de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Comment vous la voyez, cette qualification? Non, je pense que c'est une nouvelle cartouche. Il va falloir bien l'utiliser, simplement. Après, je le disais il n'y a pas longtemps, un média confrère, je disais que la Côte d'Ivoire, dans cette posture, très souvent fait de bons matchs. Quand elle est débarrassée du poids de la pression, quand elle est débarrassée du poids, comment dirais-je, de l'équipe effectivement qui doit mener le match, quand elle est dans cette posture, quand elle est débarrassée de sa pression, je pense que la Côte d'Ivoire peut faire d'énormes choses. Et donc, je pense que ce lundi, on va assister à un très bon match. Je m'attends à ce que les éléphants montrent un autre visage, voilà, parce que de mémoire quand même de sportif, je sais que chaque fois que les éléphants se dépouillent de tous ces superlatifs, équipe leader, grand joueur, favori, tout ça, je pense qu'elle fait très souvent, elle fait de bons matchs. Donc je m'attends à ce qu'elle soit à la hauteur. Voilà. Est-ce que vous avez une déception particulière en ce qui concerne les équipes qui ont été éliminées au premier tour? Non, pas vraiment. La Tunisie, je trouve que ça joue un peu petit bras. C'est une équipe qui a une vraie ossature locale, certes, mais quand on se réfère à la dernière Coupe du Monde au Qatar, elle n'a pas monté grand-chose. C'est vrai qu'elle était dans le groupe de la France, mais elle n'a pas monté grand-chose. Je trouve qu'elle aussi, elle est en train d'arriver en fin de cycle, parce que quand vous avez un joueur emblématique comme Wabi Kazri qui se retire, je pense qu'après, il faudra aussi mener le leadership. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont encore dans cette équipe, mais qui n'arrivent pas à avoir le même leadership que Wabi Kazri. Et donc, voilà, je n'ai pas été surpris de l'élimination de la Tunisie. Après, le Ghana, je trouve que c'est assez moyen depuis un certain temps. Je pense que le Ghana a besoin de se renouveler. Les frères You, je pense qu'ils arrivent eux aussi en fin de cycle. Il va falloir passer le flambeau. Puis il va falloir certainement, comme la Côte d'Ivoire aussi, essayer de se renouveler avec un nouveau cycle, avec de nouveaux joueurs et avec une nouvelle génération. Voilà. On a quand même des grosses surprises, vous l'avez dit en entame. On a cette équipe du Cap-Vert qui a majestueusement été logée premier du groupe, un groupe dans lequel on retrouvait quand même l'Égypte et le Ghana dont vous en parlez. Non, pas véritablement surpris, parce que effectivement, pour celui qui suit assez régulièrement les campagnes africaines, il y a des équipes, notamment les lusophones, qui pratiquent un beau football. Vous avez le Mozambique, même si l'équipe sort au premier tour, vous avez vu quand même le football
généreux, beaucoup d'engagement, beaucoup de générosité. Vous avez vu une équipe très joueuse. En général, les équipes lusophones d'Afrique pratiquent un bon football. Et donc le Cap-Vert, en l'occurrence, je n'ai pas été surpris aussi. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, le football est démocratisé. Okay, tout le monde est au fait des dernières tactiques, tout le monde regarde Liverpool du club, tout le monde regarde City de Pep Guardiola, on regarde aussi Ancelotti. Donc je pense que ces équipes-là s'inspirent aujourd'hui de toute cette dynamique tactique-là. Donc je n'ai pas été surpris. C'est une équipe qui est très joueuse, beaucoup d'engagement, beaucoup de vivacité. Et vraiment, voilà, elle évolue vers l'avant. Et bon, voilà, j'ai pas été surpris en tout cas de leur qualification. Et surtout que le Cap-Vert, lors du match face à l'Égypte, a effectué quand même plusieurs changements et a changé quand même pas mal de joueurs. Hein, c'est quasiment l'équipe B qui a joué contre l'Égypte aujourd'hui. On peut aisément dire que c'est une équipe qui fait relativement peur au vu de l'effectif qui la compose. Vous voyez que même malgré que c'est, on va dire, l'équipe Abyss qui a joué, mais vous avez remarqué que l'intensité était la même. C'était la même intensité. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est des équipes qui ont un banc qui est assez considérable, qui jouent, qui se dépouillent de tout ce qui est grand nom, de grands clubs ronflants. C'est vrai qu'on a Bébé qui était au Rayo Vallecano, mais après, à part ça, il y a Mendes qui est encore là, qui essaie de mener l'équipe. Mais voilà, c'est une bande joyeuse, généreuse qui joue. Et donc, je ne suis pas aussi surpris qu'il se retrouve au second tour. Alors, pendant qu'avec le concours de nos techniciens, on va s'intéresser au huitième de finale, sinon aux affiches du jour, John. Les affiches du jour, à 17 h, on aura le premier huitième de finale entre l'Angola et la Namibie. Ce sera à 17 h. Puis nous aurons Nigeria, Cameroun. Donc, c'est l'un des gros premiers chocs de ce huitième de finale-là. Ce sera à 20 h. Donc voici les deux premières affiches pour les huitièmes de finale, Namibie, Angola et Nigeria, Cameroun. Pour ce qui est du premier huitième de finale, Angola-Namibie, comment voyez-vous la rencontre? Une très belle rencontre en perspective. Hein. Je trouve que la Namibie aussi est l'une des surprises de ce second tour. Voilà, beaucoup d'enthousiasme. L'Angola revient sur la scène continentale progressivement. Je pense que ça sera un beau match très engagé entre deux équipes qui ont sensiblement le même style de jeu. Voilà, je crois qu'on aura une très belle opposition. Je pense que c'est l'une des oppositions les plus équilibrées, je pense. Et pour ce qui est du Nigeria-Cameroun, c'est quand même déjà une finale avant la lettre. Bien sûr, très belle affiche. Très belle affiche. C'est une affiche de Coupe d'Afrique, de finale de Coupe d'Afrique. C'est deux équipes qui se connaissent d'un point de vue historique. Le Nigeria qui aujourd'hui débarque avec le ballon d'or africain, Victor Osimhen, qui est aussi gonflé à bloc par rapport à sa place de leader dans le groupe A. Je pense que c'est une équipe qui arrive aussi avec beaucoup d'arguments, voilà, notamment des grosses individualités comme Moses Simon, Samuel Chukwueze, Mofi, voilà, tout le reste. Je pense que c'est une équipe qui a de réels arguments et on va assister à un très bon match. Côté camerounais, je trouve que la bande à Rigobert Song est rentrée petitement dans la compétition, mais crescendo est en train de monter en puissance. C'est une équipe, les Lions indomptables, qui nous ont habitués à des scénarios assez fous. Je pense que ça sera une très belle opposition de style aussi, mais je pense que c'est un duel aussi équilibré. Sans rien enlever, hein, Gaël, sans rien enlever à la rencontre Angola-Namibie, intéressons-nous d'abord à Nigeria-Cameroun. Sur les 5 dernières rencontres entre ces deux formations, le Nigeria a gagné 2 fois, le Cameroun 1 fois et 2 matchs nuls. Quand on sait quand même qu'en 2017, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, donc pour 2018, le Nigeria avait écrasé le Cameroun 4-0 et quoi encore, 2017 également, donc au match retour 1 but partout. Pour la CAN 2019, donc le Nigeria avait également battu le Cameroun 3-2. Puis en 2021, match amical, le Cameroun a gagné 1-0. Et la dernière rencontre en amical en 2021, le 8 juin plus précisément, se sont soldés sur un nul. 0 but partout. Mais aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, c'est une autre tactique, c'est une autre façon de faire. Il y a de nouveaux entraîneurs qui sont là, qui auront à cœur de pouvoir passer cette étape. Voilà, comme je le disais, hein, deux équipes qui se connaissent, c'est deux pays voisins. Donc c'est un vrai duel fratricide. Je m'attends à un très bon match. Je pense que tout se jouera sur des détails comme d'habitude, parce que vous savez, la Coupe d'Afrique, en général, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui très souvent arrive au bout. Je pense que ça se jouera sur des détails, beaucoup d'engagement, notamment physique. Mais je pense que le fighting spirit va déterminer l'issue de ce match.
Vous parlez de fighting spirit. Est-ce que vous pensez que là, de ce côté-là, le Cameroun a un cran au-dessus face à cette équipe du Nigeria? On a vu le Cameroun qui s'est qualifié quasiment dans les dernières minutes. Ça a été un peu difficile. Deux premières sorties pour le Cameroun qui n'ont pas été très fameuses. Ils ont été critiqués. Certains ont même demandé la tête de Rigobert Song. Aujourd'hui, le Cameroun est finalement passé en 8e de finale. Est-ce que le Nigeria ne devait pas craindre cette équipe du Cameroun véritablement? Quand on sait que le Nigeria aussi, d'aujourd'hui, n'est plus forcément une foot de guerre. On l'a vu battre difficilement la Côte d'Ivoire. La preuve, c'est que c'est un but par penalty qui a été inscrit lors du match contre la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas forcément un Nigeria jusqu'aujourd'hui qui a montré aussi véritablement du caractère. Bon, pour ce qui est du Nigeria, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en termes d'individualité, c'est un cran dessus par rapport au Cameroun. Parce que voilà, ils ont de grosses individualités, je les ai cités tout à l'heure. Je trouve qu'ils vont avec une dynamique légèrement au-dessus de celle du Cameroun, parce qu'effectivement, comme vous l'évoquez tout à l'heure, le Cameroun est rentré difficilement dans la compétition. Mais concernant le Cameroun, je pense que c'est l'ADN. L'ADN, c'est le fighting spirit. C'est une équipe qui n'abandonne jamais. Ils se transmettent ça de génération en génération. Ils l'ont démontré, notamment sur le dernier match face à la Gambie. Et donc, je crois que d'un côté, vous avez fighting spirit, voilà, c'est connu, les lions indomptables, et de l'autre côté, vous avez une constellation d'individualité. Je pense que les hommes de Rossé, Pesero vont essayer de rehausser leur niveau de jeu. Et puis je pense que ça sera un très bon match. Je pense que ça sera un très bon match. Je vois légèrement le Nigeria favori, mais après, vous savez, les pronostics, ça ne veut pas dire grand-chose au football. On assistera à un bon match. Voilà. Est-ce que vous pensez que la défense nigériane, la défense du Cameroun devrait avoir peur de Osimhen qui jusqu'à présent n'a marqué qu'un seul but? Sur le but. Non, pas précisément. Je pense qu'aujourd'hui, le coach portugais du Nigeria ne base pas sa tactique de jeu seulement sur Osimhen. On a vu contre la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'Osimhen a joué piston, mais la plupart du temps, les attaques venaient par, comment dirais-je, les joueurs de côté, et notamment vous avez des joueurs comme Samuel Chukwueze ou Moses Simon. Et donc je pense que voilà, le Cameroun n'a pas basé sa tactique, enfin je l'espère, n'a pas basé sa tactique que sur Victor Osimhen. Les dangers peuvent venir de partout, Et donc, je crois qu'il faut rester vigilant et puis essayer d'avoir une vision assez large, une tactique qui prend en compte effectivement non seulement la grande individualité qu'ils ont, notamment Osimhen, mais aussi le jeu d'ensemble qui est pratiqué par cette équipe de Super Eagles. Vous avez dit que ça va se jouer sur un détail. Sur des détails. Est-ce que le milieu de terrain camerounais aujourd'hui peut être à mesure de concurrencer celui du Nigeria? Après, je ne me base pas forcément sur les individualités, encore une fois. Parce que, voilà, au risque de me répéter, je pense que le Nigeria a des grosses individualités par rapport au Cameroun. Le Cameroun a Zambongi sur le milieu de terrain de Naples. Mais je pense que dans une dynamique collective, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez, chaque match a sa réalité. Moi, je m'abstiens très souvent de faire des pronostics et surtout de me baser sur les matchs que j'ai, parce que chaque match a sa réalité. Voilà, aujourd'hui, le Cameroun peut avoir le ballon. Voilà, on sera peut-être surpris, mais le Cameroun peut avoir le ballon. Le Nigeria peut jouer petit bras. Donc je crois que ces deux équipes qui sensiblement, dans la dynamique collective, je me répète encore, ont sensiblement les mêmes qualités. Voilà, sensiblement les mêmes qualités. Je pense que ça sera un match très engagé. La bataille du milieu de terrain notamment va être très déterminante dans l'issue de ce match. De toute façon, avant de continuer à décortiquer ce match, on va regarder et suivre ensemble la réaction des supporters à qui nos équipes ont tendu le micro dans les rues d'Abidjan. L'Angola, Namibi, bon, il va être 1 pour l'Angola. Pour le Cameroun, ils vont gagner Cameroun 3-0. Qui va gagner le Cameroun 3-0? Le Nigeria. 3-0. 3-0, sec. Et quand vous voyez le match Côte d'Ivoire-Sénégal? Oh, ça, c'est un match qu'on a déjà joué. On va gagner Sénégal 1-0 par un penalty. En Amérique. Pour pas dire le nombre de l'équipe, mais gagne. Bon, Côte d'Ivoire gagne. Bon, Cameroun gagne. Bon, pour le match d'aujourd'hui, moi je pense que le meilleur va gagner. Voilà. C'est ce que moi je peux dire. Que le meilleur gagne. Le niveau est élevé, c'est très élevé. Chacun est concentré de son côté. Je suis vraiment fier de la CAN. Vraiment, c'est propre. Merci au président Alassane Ouattara. Vraiment, tout c'est propre. Voilà, nous venons de suivre ensemble les réactions de ses supporters. Chacun y va de son pronostic. C'est de bonne guerre. Hein. Personne ne veut que son équipe perde. Bien sûr, vous savez, les supporters sont, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, dans l'émotion. Donc voilà, après c'est de bonne guerre. Hein. Ça participe aussi à créer de l'élan autour de la compétition. Et puis voilà, et puis c'est tant mieux. Est-ce que vous étiez confiant qu'au sortir
du match face à la Guinée équatoriale de se qualifier au moins en tant que meilleur troisième? Moi, je ne suis pas confiant parce que si on se réfère à ce que les éléphants produisent comme jeu, c'était assez lamentable. Donc, moi, je ne suis pas très confiant. Après, je ne vais pas chipoter sur la qualification. Voilà, ça arrive, ça donne l'opportunité à la Côte d'Ivoire de rebondir dans la compétition. Mais si vous voulez mon avis, je vais peut-être choquer certains. Mais moi, je pense qu'il fallait. Je pense que ça aurait été un mal point bien. Je pense on se serait vraiment remis en cause parce que là, vous savez, très souvent, chez nous en Afrique, on a tendance à masquer, comme on le dit au village, à masquer la forêt avec la main, vous voyez. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Il faut vraiment une vraie refonte du football ivoirien. Et donc, je pense que cette qualification arrive bien pour l'élan de la compétition. Mais j'aurais souhaité, pas que c'était un souhait qu'on soit éliminé, mais voilà, j'aurais souhaité vraiment qu'on tire véritablement les leçons de cette débâcle. J'espère qu'on en fera autant, même si on arrive loin de la compétition. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de personnes un peu pour aller dans ce que vous dites. Alors, on a reçu certains ici qui ont, peut-être en off, nous ont confié qu'il était mieux pour la Côte d'Ivoire de ne pas être repêché. Finalement, vous partagez cette idée? Je partage cette idée parce que, comme j'ai dit, je pense qu'il y a un vrai chantier. J'évoquais tout à l'heure, il faut une vraie refonte du football ivoirien. Parce que je pense qu'on ne peut pas continuer ainsi avec chaque fois rassembler de grands joueurs, de noms, tout ça, pour faire une équipe. Je pense qu'il faut revoir en soi le casting en termes de sélection. Il faut voir la vision de la direction technique nationale. Qu'est-ce que véritablement on attend quand on recrute des joueurs, et aussi revoir le football local, voir dans quel état il est, essayer de le relever. Et puis, il y a aussi une thématique qui me tient à cœur particulièrement, c'est l'assaut vers les binationaux. Voilà, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, mais je trouve que cette trouvaille, depuis un certain nombre d'années, n'a pas toujours apporté des résultats. Donc je pense que c'est aussi des Ivoiriens, hein. Mais je pense qu'il faut revoir la politique d'ensemble. Et puis, voilà, au niveau de la direction technique, voir quelles sont les exigences qu'on se donne en termes de niveau, en termes de résultats, en termes d'expertise. Et puis, voilà, je partage cet avis. Je pense qu'il fallait vraiment qu'il y ait ce mal pour un bien, pour que le football ivoirien puisse se revenir et puis voilà, renaître de ce centre. Avant qu'on ne revienne avant qu'on ne parle de la revue de presse avec John, la nouvelle a fait quand même le tour du monde. Les autorités ivoiriennes qui ont sollicité Hervé Renard pour essayer de remplacer l'entraîneur qui a été démis de ses fonctions. Est-ce que vous pensez que ça, c'était opportun? Je trouve que ça fait cacophonie. Je trouve que ça fait bricolage. Voilà, on ne peut pas, la veille, nommer un entraîneur et son staff, lui donner des prérogatives pour la suite de la compétition éventuellement, et dans la foulée, communiquer sur le fait de chercher un nouvel entraîneur en pleine compétition, qui a priori vient pour un seul match, parce que même si la Côte d'Ivoire sort le lundi, il sera venu pour un seul match. Donc, je trouve que ça fait désordre. Je trouve que ça fait désordre. Et puis en termes de signal, ça n'envoie pas un bon signal à Faye Mers. Voilà, parce que moi, je me serais senti un peu floué par rapport à cette décision. Quand on donne une responsabilité à un entraîneur, on lui donne le temps, voilà, de mettre en place sa stratégie, de travailler sereinement avec son groupe, surtout qu'il est dans le groupe, dans l'immersion avec ce groupe, ça va pratiquement faire un mois et demi. Donc, il faut le laisser, voilà, fallait le laisser travailler. Je trouve que ça fait pas, voilà, ça fait désordre, quoi. Voilà, moi, je vais interroger l'Ivoirien que vous êtes. Est-ce que vous craignez ce match Côte d'Ivoire-Sénégal? Non, moi j'ai un regard critique. En tant que journaliste, je prends de la hauteur. Voilà, nous ne sommes pas des supporters, nous sommes des journalistes, donc on doit avoir une vraie vision panoramique par rapport à la situation. Craindre, ce n'est pas ça la question. Moi, ma question, ma réflexion, elle part dans un sens global des choses. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire gagne ce match ou qu'elle perde, je veux dire, est-ce que ça augure de lendemain meilleur? Voilà la question que je me pose en tant que journaliste. Ce n'est pas tant le score c'est bien pour les supporters, pour la nation, par rapport aux investissements que la Côte d'Ivoire a engrangés, pour la ferveur populaire. C'est bien qu'on soit encore dans la compétition, mais après, le regard de journaliste que j'ai, je me pose toujours la question, est-ce que cette victoire ne va pas cacher les énormes lacunes au sein de la fédération, les énormes lacunes de ce groupe, parce que le groupe on a beaucoup, on a vu. Et donc voilà, moi au-delà de la victoire, je m'interroge, je me dis, c'est vrai, on gagnera le match certes, mais est-ce que
ça va résoudre le problème de gestion de notre football? Est-ce que ça va résoudre le problème d'engagement de nos joueurs? Voilà, c'est autant de questions qui, moi, me taraudent. Voilà. Et donc, pour moi, ça ne se sous-tend pas simplement à une simple victoire. D'accord, et avant le coup d'envoi de ce premier huitième de finale Angola-Namibie, John, vous allez nous dire ce que dit la presse. La presse aujourd'hui, donc c'est un scandale, c'est ce que titre RMC Sport, le coup de gueule du frère de Zaha contre la fédération de Côte d'Ivoire. Karim Zaha, le grand frère de Wilfried, ne comprend pas pourquoi l'attaquant de Galatasaray n'a pas été retenu avec la Côte d'Ivoire pour disputer la CAN, alors que les éléphants ont décroché miraculeusement leur ticket pour les huitièmes de finale lundi face au Sénégal. Karim Zaha, en colère, charge le président de la fédération ivoirienne Iris Diallo et réclame Didier Drogba. Toujours pour la CAN Nigeria-Cameroun, c'est un grand classique de la Coupe d'Afrique des Nations pour une place en quart de finale, titre RFI. Donc le Nigeria et le Cameroun s'affrontent ce samedi dans un remake de la finale de la CAN 84 qui se déroulait déjà en Côte d'Ivoire. Depuis, les deux équipes se sont affrontées à maintes reprises, mais cette fois, elles jouent leur place en quart de finale après un premier tour qu'elles ont était loin de survoler. L'Angola perd 3 de ses joueurs avant le huitième de finale. Titre jeunafrique.com. Donc le défenseur Nourio Fortuna est rentré dans son club à l'Arc de la Gantoise en Belgique pour se soigner. Le milieu de terrain Lloyd Augusto a été écarté par la fédération angolaise pour raisons disciplinaires, a rappelé le coach. Ignacio Miguel a été rappelé pour le remplacer. Enfin, le milieu Benedito Mambouene Mukendi dit Beni, qui n'a pas disputé une minute en Côte d'Ivoire, a préféré rentrer au pays car il ne jouait pas assez, à déplorer le sélectionneur Pedro Gonçalves. Enfin, Hervé Renard explique le flop de son annonce à la tête des éléphants de la Côte d'Ivoire durant la CAN, selon Connexion Ivoirienne, convoité par la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un prêt sur la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine a été retenu par la Fédération française de football lors d'un entretien accordé à l'équipe ce vendredi. Le technicien tricolore a dévoilé les vérités à ce sujet. Voilà, merci à John pour toutes ces informations. On va revenir sur celle du coup de gueule du grand frère de Wilfried. Est-ce que vous le comprenez? Non, je trouve que c'est inopportun. C'est pas, je pense que se reprendre dans la presse, ce n'est pas la solution. Après, je pense que le cas Zaha, c'est un cas qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un certain moment. C'est pas seulement avec le président Idriss Diallo. Je pense que même depuis le comité directeur précédent, il y avait déjà des soucis avec le joueur. C'est vrai que c'est un sujet apolémique. En Côte d'Ivoire, beaucoup en parlent, chacun donne son avis. Mais je trouve que le joueur aussi n'a pas toujours été exempt de reproches. Vous voyez, voilà, il n'a pas toujours été exempt de reproches. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Zaha? Après, je ne sais pas, puisque la fédération n'a pas réellement communiqué sur la question. Gassé, chaque fois en conférence de presse, bottait en touche. Voilà, je pense que c'est la presse qui s'est emparée du sujet, chacun y allait de son commentaire, mais c'était que des supputations. Puisque si on s'en tient à la communication de la fédération, jamais il n'a été communiqué que Zaha aurait fait telle ou telle chose. Après, par rapport aux sources et aux informations qu'on a pu recueillir ça et là, effectivement, je ne dirais pas que c'était un élément perturbateur dans le groupe, mais il avait vraiment du mal à s'intégrer. Et puis, en dépit de tout le reste, mon avis, je trouve que quand on se réfère à certaines attitudes sur le terrain, je trouve que pour le groupe, pour la dynamique du groupe, ce n'était pas toujours positif. Voilà, vous voyez un joueur qui chaque fois s'emporte sur le terrain, c'est vrai, on peut dire qu'il a la niaque, il a la volonté de gagner, c'est sa personnalité. Mais au-delà de cela, voilà, à chaque fois, c'est des attitudes sur le terrain, il gueule sur ses partenaires, excusez-moi du terme. Il avait parfois des attitudes que je trouvais un peu clivantes. Voilà, donc, sur cette question, je suis assez partagé, voilà, parce que très souvent, c'est très facile de jeter la pierre à la fédération. Mais je pense que pour une compétition comme celle-là, il y a beaucoup de pression. Le groupe n'a pas voulu prendre de risques, parce que déjà, qu'il y a une énorme pression. Ils n'ont pas voulu prendre de risques pour avoir un élément dans le groupe qui était susceptible, en griffe, de perturber le groupe avec certaines actions. Donc je pense que le coup de gueule que son frère fait dans la presse, je pense que c'est inopportun. Voilà, il y a d'autres tribunes et puis je pense qu'il y a d'autres moments pour pouvoir exprimer tout cela. Après, il y a quand même un site en ligne ivoirien qui a évoqué, entre griffes, les raisons pour lesquelles Wilfried Zaha se comportait un peu bizarrement. Il parlait de fétichisme, lui qui a grandi en Angleterre, donc il ne connaît pas trop comment les choses se passent ici. Et l'une des raisons qu'il a exigé qu'il aurait voulu avoir une chambre tout seul, ce que la fédération n'a pas
jugé opportun et la fédération a jugé que c'est une demande déplacée. Est-ce que vous comprenez Wilfried Zaha, qui, c'est vrai, qui est ivoirien, mais qui n'a pas grandi en Afrique et donc qui ne connaît pas certaines pratiques? Est-ce que vous comprenez l'attitude, si jamais cette information est avérée, bien sûr? Moi, je pars d'un principe. Quand on vient en sélection africaine, on signe pour tous les tenants et les aboutissants. Il y a une dynamique quand on vient en Afrique. Il y a une réalité quand on vient en Afrique. Et quand on décide de venir jouer en sélection africaine, je ne suis pas en train de dire que s'il y a des dysfonctionnements, on devrait s'en accommoder. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quand on décide de venir jouer en sélection africaine, ce n'est pas le même niveau, en termes de management, en termes d'expertise, avec les Free Lions en Angleterre, par exemple. Vous voyez, donc, je pense que à ce niveau, il va falloir vraiment, en fait, voilà, peut-être qu'on est pris par le temps, mais c'est une vraie thématique qui moi m'intéresse. Je pense qu'il va falloir que ce soit vraiment des questions qu'on évoque réellement, parce que les binationaux, quand ils viennent, ils ont tendance parfois à avoir des exigences un peu démesurées, je trouve. Voilà. Encore une fois, sans toutefois dédouaner le bricolage, peut-être le manque de sérieux qu'il pourrait avoir dans nos fédérations. Mais je pense que quand on signe pour venir jouer en équipe nationale africaine, c'est un tout. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Bon, c'est mon avis. De toute façon, on reviendra plus largement sur cette question, puisque la Côte d'Ivoire joue lundi son match contre le Sénégal. Donc, on reviendra également sur cette question. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. On rappelle que vous êtes Eric Oula, journaliste. Merci. Merci également à John, mon ami et mon compagnon fidèle depuis le début de l'aventure. Merci Gaël, merci Eric. Merci à vous. Voilà, Moment des Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec les résultats, naturellement, des matchs de ce samedi, mais également avec les pronostics de ceux de dimanche. Ciao, ciao.